Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe d'Airlab d'avoir aidé le docteur Fabien Schinazi à préparer donc ce 10e webinaire sur les acteurs donc de la qualité de l'air. Je vous remercie de vous y être inscrit pour y participer. Et avant de laisser la parole au docteur Fabien Schinazi, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat de cette plateforme et je les poserai donc pour vous en votre nom à nos intervenants. Je vous souhaite un bon webinaire et je passe donc la parole à Fabien Schinazi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, nous poursuivons ce cycle de webinaires sur les grands témoins de la qualité de l'air et je suis ravi de recevoir aujourd'hui Tony Renucci qui dirige l'association Respire pour nous parler des actions de cette association. Alors merci tout d'abord d'avoir accepté de participer à cette série de webinaires. Et Tony Renucci, je souhaiterais pour mieux vous connaître que vous puissiez vous présenter dans un premier temps et puis nous dire aussi ce qu'est l'association Respire, quelles sont ses missions, ses actions pour mieux connaître cette association qui a été créée il y a quelques années et qui s'intéresse évidemment, comme nous tous, à la qualité de l'air. Merci. Déjà, merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Donc, je suis Tony Renucci. Je suis effectivement le directeur de l'association Respire depuis novembre 2021. Donc, ça va faire déjà 1 an et demi. Respire, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est une association qui existe depuis 2011, qui a été fondée initialement par un groupe de citoyens, voilà, des amis qui faisaient du vélo ensemble, qui étaient cyclistes et qui se sont dit, tiens, il faudrait qu'on arrive à beaucoup plus sensibiliser sur ce sujet de la qualité de l'air qui n'est pas suffisamment connu. Et donc, ils se sont organisés, ils ont commencé par faire notamment des actions, un peu coup de poing en justice, des événements et notamment des sujets très médiatiques. Donc, vous avez peut-être entendu parler, hein, que ce soit par exemple sur les rues aux écoles, avec la carte des rues aux écoles polluées en Île-de-France, ou avec la plainte contre la RATP sur la pollution de l'air intérieur, dont on reparlera sûrement après. Et donc, tout ça a permis de faire connaître l'association, de sensibiliser aussi les Français, et puis notamment via les capteurs citoyens de pollution de l'air qui permettent aussi de rendre ça plus visible. Donc, l'ensemble de ces actions, finalement, ont permis de faire connaître Respire. Et puis, je pense qu'avec le temps, Respire, c'est aussi institutionnalisé d'une certaine façon, parce qu'on est devenu un partenaire vraiment de référence auprès des institutions, auprès des parlementaires, des ministres, également du gouvernement. On a continué à se faire connaître sur beaucoup d'autres sujets, peut-être qu'on les déclinera ensemble après. Et donc, du coup, moi, je suis ravi maintenant de diriger l'association qui compte aujourd'hui 2500 adhérents. Et Tony, vous-même, vous avez quel parcours comment vous êtes arrivé finalement à vous intéresser à la qualité de l'air? Vous avez expliqué la création de cette association. Je pense que c'est Olivier Blanc qui était le premier président de cette association. Donc vous avez pris le relais il n'y a pas très longtemps, en 2021. Mais vous-même, quel est votre parcours à la fois professionnel et comment vous êtes venu finalement à vous intéresser à ces sujets de qualité de l'air? Alors, initialement, donc moi, j'ai fait une école de commerce. Après, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil, conseil pour le secteur public chez Sopra Steria, donc sur toutes tout un peu processus d'organisation, système d'information. Donc, j'avais un lien avec le secteur public, mais j'étais vraiment dans le conseil. Et moi, j'avais envie de changer, hein. Je voulais aussi trouver plus de sens dans mon métier, dans mon engagement aussi professionnel, parce que je trouve que la vie professionnelle est aussi un engagement. Et j'avais fait un master spécialisé à l'ENA en prévention et gestion territoriale des risques. Et mon sujet de thèse professionnelle était sur la qualité de l'air, sur les politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air à Paris, à Londres, à New York. Donc, il y avait une comparaison plus internationale qui était très intéressante. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans ce sujet auquel je ne connaissais pas grand-chose, pour être honnête, avant, je crois, 2016 ou 2017. Hein. Mais c'est vrai que ça m'avait quand même interpellé parce qu'il y avait eu des gros pics de pollution en 2014 et en 2015 à Paris. On ne voyait plus la Tour Eiffel, donc ça m'avait pas mal marqué. Et c'est là que je me suis dit, je sens quand même qu'il y a un sujet de santé publique très concret et je sens qu'il y a aussi un besoin de faire avancer cette cause
de faire avancer aussi la recherche, de faire avancer aussi la connaissance, y compris les acteurs publics, des décideurs publics. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis, le sujet m'a passionné. Voilà, j'ai été passionné, vraiment très intéressé par la qualité de l'air, par l'impact aussi, alors déjà écologique, mais même sanitaire, social que ça pouvait avoir, politique. Et c'est comme ça que du coup, j'ai voulu continuer dans cette voie-là. Et donc, quand Olivier, que je connaissais déjà, ainsi que l'association, m'a proposé de prendre la succession parce que lui partait dans d'autres formes d'engagement, eh ben, j'ai donc accepté. Et alors, vous parlez effectivement de politique publique. Bon, j'ai la chance d'avoir connu finalement à un moment donné un petit bouleversement sur la connaissance en matière de pollution atmosphérique quand je suis arrivé au début des années 80 à la mairie de Paris pour diriger un laboratoire qui s'occupait justement des mesures de pollution. Finalement, on considérait que, alors qu'on mesurait que 2 indicateurs, que la situation s'était quand même beaucoup améliorée. Et puis, au début des années 80, on a créé les associations de surveillance de la qualité de l'air, notamment Airparif pour l'Île-de-France. Et dans les années 90, on a fait des évaluations des risques de la pollution urbaine sur la santé et on s'est aperçu qu'il y avait des impacts sur la santé qu'on ignorait en fait et qu'il y avait d'autres polluants effectivement qui posaient problème et qu'on ne mesurait pas forcément. Donc il y a eu un tournant dans les années 90 pour avoir une meilleure connaissance des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique. Alors aujourd'hui, ça semble évident pour tout le monde et vous évoquez les épisodes de pollution des années 2010 et d'autres épisodes qu'on a pu connaître, mais c'est vrai que dans ces années 80-90, ce sujet n'est pas encore médiatisé. On en parlait très peu de la pollution atmosphérique et il a fallu ces études, ce qu'on appelait le projet AirPur, donc évaluation des risques de la pollution urbaine sur la santé, pour montrer ces impacts sanitaires. Et donc, en fait, cette évolution, dans les travaux qu'on a menés au Conseil de santé publique sur l'évaluation des plans santé-environnement, on a montré quand même qu'il y a une évolution assez favorable. On a mesuré donc cette évolution des principaux polluants que l'on sait mesurer aujourd'hui par les associations de surveillance de la qualité de l'air, et on s'est aperçu que même au niveau des particules, par exemple, des particules fines, également donc des oxydes d'azote, du NO2, on a quand même une évolution, je ne parle pas du SO2 également, du oxyde de soufre, et que l'ozone finalement restait à un niveau constant ces 10-15 dernières années, enfin depuis 2004, quand on a mis en place ce premier plan santé-environnement. Alors, que pensez-vous de cela? Alors, évidemment, il y a une évolution quand même, on ne peut pas dire que la pollution n'a pas diminué, mais évidemment, cette diminution est loin d'être suffisante. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que montrent tous les rapports des associations agréées que vous avez citées. Alors moi, je suis pas mal Airparif parce que je suis ici à Paris, mais c'est le cas aussi ailleurs en France. En fait, ce qu'on voit globalement, c'est une amélioration de la situation. Et c'est vrai que la qualité de l'air s'améliore. Et depuis, on dit même 20 ans, peut-être même 20, 30 ans finalement. Mais là où il faut être quand même vigilant quand on fait cette communication-là, c'est de préciser que oui, ça s'améliore, mais d'une, ça s'améliore aussi parce que les motorisations ont progressé, parce qu'elles émettent quand même moins qu'avant, même si on estime qu'elles émettent toujours trop, mais elles émettent quand même moins qu'avant. Et aussi, je l'espère, parce qu'on commence à mettre en place des politiques publiques de réduction de la place de la voiture ou d'optimisation de l'utilisation du chauffage, par exemple. Mais bon, c'est quand même des choses qui sont assez récentes. Hein. Ce n'est pas non plus des choses qui se faisaient depuis les années 80. Donc, je pense qu'il y a une grosse part qui est due au progrès technologique et une part probablement moins conséquente qui est due aux politiques publiques, mais qui, j'espère, progresse. Ceci dit, cela étant dit, attention quand même, quand on tient ce discours auprès de l'opinion, de ne pas leur faire penser que bon, il n'y a plus qu'à attendre, ça s'améliore continuellement, on ne fait rien, parce que malgré tout, on reste à des niveaux qui sont mauvais, parce que trop élevés par rapport aux recommandations de l'OMS. Nous, notre boussole chez Respire, c'est vraiment de regarder les recommandations de l'OMS, parce qu'on sait aujourd'hui que les valeurs limites européennes, bon, même si ce sont les valeurs réglementaires, elles sont trop élevées. D'ailleurs, elles sont en cours de révision en ce moment. Donc, on ne peut pas se fier à ça. Bon, tant mieux si on les respecte, et encore, on a été condamné, donc finalement non. Mais
Non, vraiment, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à s'approcher le plus possible et à respecter les recommandations de l'OMS. Et là, pour y arriver, ça demande des efforts qui, certes, ne sont pas évidents parce que ça nous demande aussi de revoir notre mode de vie, de déplacement, de consommation. Mais c'est ça notre boussole. Et donc, si on se compare à ce référentiel-là, on est encore bien trop au-dessus. Moi, je le vois sur beaucoup de sujets sur lesquels on travaille, notamment les abords des rues aux écoles. On les dépasse parfois de 2, 3, 4 fois, mais pas qu'en plein centre de Paris, même parfois en banlieue, et même parfois en banlieue d'autres grandes villes. Et dans les territoires après plus ruraux, bon, c'est un peu différent, c'est d'autres problématiques, mais on reste à des niveaux qui sont trop élevés. Donc oui, la situation s'améliore, mais la qualité de l'air reste mauvaise. Pas suffisamment, évidemment, pas suffisamment. Et quand on regarde, d'autant plus que, comme vous le savez, l'OMS, justement, a modifié ces valeurs et les a même encore abaissées. Donc, ce qui veut dire qu'on a encore des enjeux plus importants. Parce que si on s'en tenait aux précédentes valeurs de l'OMS, on pouvait un peu, pas forcément s'y rapprocher, mais en tout cas, on pouvait espérer. Mais là, effectivement, je peux dire que c'est presque un coup de massue que nous avons reçu ces derniers temps, parce que l'OMS a encore baissé les seuils sanitaires, mais j'irai encore plus loin. Il n'y a pas de seuil finalement en matière de pollution atmosphérique. Dès que la pollution s'élève, il y a déjà des impacts. Donc là, l'OMS donne des seuils très très bas, hein, c'est des niveaux très bas en matière de particules, en matière de dioxyde d'azote et même en matière d'ozone, ou alors par rapport à l'ozone, là aussi, c'est les épisodes que l'on a en été justement montrent qu'on a des problèmes. Et puis, il faut voir aussi les études épidémiologiques. Disant un petit mot, on cite toujours, alors peut-être vous allez nous préciser, le nombre de décès liés à la pollution atmosphérique, c'est ce qu'on met en avant. Mais moi, j'irai aussi au-delà, parce que au-delà des décès, qui effectivement est marquant pour la population, on cite toujours le chiffre de Santé publique France et même d'autres chiffres de décès, mais il y a aussi la souffrance, j'allais dire, du quotidien des personnes qui souffrent de la pollution. Je ne parle pas des épisodes de pollution qui sont très médiatisés, mais la pollution chronique du quotidien qui fait souffrir un certain nombre de personnes, notamment des personnes déjà qui ont des maladies chroniques respiratoires ou cardiovasculaires et qui aggravent leur état de santé. Peut-être vous pouvez préciser aussi dans ce message sanitaire que vous voulez faire passer l'impact finalement de cette pollution sur notre santé pour montrer que même, comme vous venez de le dire, la situation a quand même évolué un peu favorablement, il y a quand même toujours des impacts sanitaires. Oui, tout à fait. Alors, au niveau des chiffres sur le nombre de morts, bon, nous, on a les chiffres officiels de Santé publique France qui parlent de 40 000 morts par an. Il y a d'autres études qui donnent des chiffres plus alarmants, notamment une étude britannique qui était sortie il y a quelques années qui parlait de 100 000 morts par an. En tout cas, on est au moins à 40 000, probablement plus. Alors, ensuite, cela étant dit, finalement, j'ai pas l'impression que ce soit toujours la donnée qui choque le plus les gens. Alors, je ne vais pas dire que ça les choque pas, mais qui marque le plus les gens. Parce que bon, ils se disent oui, 40 000 morts, c'est beaucoup. Bon, mais sauf qu'en fait, autour d'eux, ils ne voient pas forcément des gens mourir de la pollution de l'air. C'est pas écrit sur un certificat de décès. Et c'est vrai que il y a aussi cet aspect des maladies. Alors, bon, je sais peut-être le public qui nous écoute est déjà très averti sur le sujet, que ce soit les maladies respiratoires, cardiovasculaires, les maladies du cerveau liées à la pollution de l'air. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a une vraie perte de qualité de vie, et notamment pour les personnes les plus fragiles. Et nous, notamment en tant qu'association, enfin, on a quand même des témoignages assez déchirants. Moi, toutes les semaines, je reçois des mails, on n'en peut plus, mon voisin qui chauffe au bois, mon fils qui est malade, qui fait de l'asthme, on a été obligé de déménager, de partir de Paris, je ne peux plus respirer, je ne peux plus ouvrir la fenêtre. Donc, non, il y a des témoignages assez durs et c'est pas toujours simple à gérer parce qu'il y a une forme je vais pas dire d'impuissance, mais bon, on peut pas non plus aller plus vite que la musique. On essaye de pousser beaucoup de sujets. Et je pense que c'est parce que justement, on en pousse tellement et avec tellement de force et de médiatisation que parfois on nous assimile quasiment à un service public. C'est-à-dire que moi, parfois, on se fait engueuler par des personnes qui me disent mais pourquoi vous parlez pas assez du chauffage au bois? Parce que pourquoi est-ce que vous poussez pas assez sur tel sujet? Pourquoi vous portez pas plainte contre l'État sur telle autre chose? Et je suis obligé de leur rappeler, mais on reste une association avec quand même peu de permanents et puis beaucoup d'engagement aussi bénévole. Mais je pense que c'est le reflet d'une vraie détresse. Voilà, je pense d'une
d'une partie de la population. Il y avait des chiffres d'ailleurs sur le nombre de personnes asthmatiques en France, la part de Français asthmatiques, et c'était très important. C'était très important. C'était un, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'était un nombre à 2 chiffres, ce qui est quand même déjà très important à l'échelle de la population française, qui est aussi une part qui augmente, le nombre de personnes qui font de l'asthme, qui ont en tout cas des allergies, des maladies respiratoires. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une contrainte pour eux. C'est-à-dire que même en termes d'activité physique, même le fait de marcher, même le fait de sortir, et ne parlons pas des pics de pollution. Donc, c'est un vrai sujet sanitaire. C'est un vrai sujet sanitaire. Et c'est pas que par rapport à un nombre de morts, c'est par rapport aussi à des maladies et même des choses qui nous affectent dans la vie de tous les jours. Parce qu'après, c'est vrai que quand on développe un cancer, quand on développe certaines maladies neurodégénératives, bon, c'est parfois sur le temps long, sur le tard aussi. Alors, c'est pas toujours évident pour les personnes de faire le lien avec la qualité de l'air. D'ailleurs, on sait qu'il y a un lien. Après, est-ce qu'on peut démontrer que la pathologie qui survient à tel moment n'est liée qu'à ça? C'est pas toujours simple à démontrer. Par contre, quand on fait de l'asthme, quand on a des difficultés à respirer, ça, c'est des choses qu'on vit au quotidien et qu'on voit se renforcer quand on a des épisodes de pollution ou quand on a une activité industrielle ou résidentielle qui favorise la concentration de polluants. Alors, en fait, en matière d'exposition à la pollution, c'est vrai que ce qui est médiatisé, ce sont ces pics ou ces épisodes de pollution. Et je préfère le mot épisode de pollution parce qu'on a de plus en plus maintenant plusieurs jours d'affilée où les niveaux sont élevés. Donc, c'est plus un épisode de pollution. Alors, c'est vrai, c'est très médiatisé, il y a des messages sanitaires auprès de la population, notamment des plus fragiles, comme vous venez de le dire. Puis, il y a la pollution chronique aussi, la pollution ambiante chronique que l'on respire donc au quotidien. Mais je voudrais aussi vous parler de ce que j'appelle moi la pollution de proximité. C'est-à-dire qu'il y a aussi en matière de pollution atmosphérique des inégalités territoriales. Il y a des personnes qui vivent dans des territoires ou dans des zones géographiques où les niveaux de pollution sont beaucoup plus élevés que la pollution chronique. C'est-à-dire qu'ils sont exposés à ces polluants de proximité parce qu'ils sont proches de sources. Alors, on peut évoquer, par exemple, les voies de circulation automobile avec un trafic automobile important, par exemple, à proximité. Si on prend Paris, le boulevard périphérique, par exemple, un puits à pollution. Mais quand on voit aussi des voies de circulation automobile ou des sources industrielles ou de chauffage au bois que vous évoquiez, on a des proximités finalement de la pollution et donc on est exposé quotidiennement à des niveaux plus élevés que la pollution chronique ambiante. Et en particulier, donc, je sais que vous avez travaillé sur les écoles. Alors, c'est vrai qu'il faut protéger nos enfants. Et on avait pu mener à la mairie de Paris, quand j'y étais, des études justement sur la pollution de proximité dans les crèches ou les écoles. Et on a constaté évidemment que toutes les écoles et les crèches n'étaient pas à égalité vis-à-vis de la pollution de proximité. Et donc, en particulier, il y a au niveau des écoles, je sais que vous avez travaillé sur ce sujet, des zones finalement où les enfants sont plus exposés finalement aux polluants atmosphériques et donc automobiles que d'autres qui sont un peu plus éloignés finalement de ces zones, de ces sources de pollution. Vous avez donc peut-être émis des propositions par exemple, pour protéger finalement l'environnement de ces écoles ou de ces crèches, par exemple, si on parle des jeunes enfants. Tout à fait. Alors peut-être pour vous redonner quelques éléments de contexte, donc il y a eu une première carte des écoles polluées qui était sortie en 2019, avant mon arrivée, donc c'était avec mon prédécesseur, qui déjà qui avait été faite sur l'Île-de-France et qui montrait une forte majorité d'établissements qui dépassaient, à l'époque, c'était les règles européennes, les normes européennes sur le dioxyde d'azote, sur les particules fines. Nous, on a refait cette carte ensuite à mon arrivée. Donc, on a refait la carte début 2022. On en a même fait 2. On a fait une en Auvergne-Rhône-Alpes pour la première fois et une en Île-de-France qu'on a donc rééditée. Et cette fois, on a pris comme référentiel les seuils préconisés par l'OMS. Donc, bon, forcément, du coup, les chiffres sont plus mauvais et en même temps, ils sont peut-être aussi plus réalistes. Et donc, ce qu'on voit, c'est la totalité des établissements qui dépassaient les recommandations sur les particules fines. Et puis, en Ile-de-France, de mémoire, c'était 92 ou 93% des établissements qui dépassaient les recommandations de l'OMS sur le dioxyde d'azote. Évidemment, beaucoup plus quand on était à Paris en proche banlieue, un peu moins quand on commençait à aller plus en grande couronne. Mais enfin,
ils étaient quand même tous concernés, quasiment tous, par ces dépassements. Donc déjà, il y a ce premier constat. Ensuite, ce qu'on remarque aussi, c'est que plus on est à proximité des axes routiers et plus les niveaux de dépassement étaient importants. Et parfois, on montait jusqu'à 4 fois, 5 fois sur l'école Pleyel à Saint-Denis, par exemple. C'est énorme. Là, on fait une manifestation ce vendredi. Je regardais les chiffres à Boulogne-Billancourt, donc on est quand même en proche banlieue. On dépassait jusqu'à quasiment 3 fois sur le dioxyde d'azote. Donc, on a quand même des chiffres qui sont très importants. Alors maintenant, les solutions. Parce qu'une fois qu'on a fait le constat, il faut les solutions. Nous, l'axe qu'on a vraiment proposé, qu'on a mis en avant, ce sont les rues aux écoles. Les rues aux écoles, c'est le fait de piétonniser les abords des écoles, c'est-à-dire là où on va déposer les enfants et on vient les chercher, et que vraiment on ait le moins possible des axes routiers à proximité des écoles, et parce que derrière, ça pollue aussi au niveau des classes. Et d'autant plus parce que les enfants sont plus vulnérables à la pollution de l'air de par l'immaturité de l'organisme qui est encore en cours de développement. Et puis aussi parce qu'ils aspirent plus vite, ils sont à hauteur des pots d'échappement, etc. Donc on est vraiment sur les rues aux écoles, projet d'ailleurs qu'on a beaucoup poussé, qui était déjà très poussé par Respire bien avant mon arrivée, notamment dans le cadre des élections municipales de 2020, qui a été repris par la ville de Paris avec Anne Hidalgo et avec David Béliard. Et il faut reconnaître qu'à Paris, il y a quand même beaucoup de rues aux écoles qui sont aménagées, qui s'aménagent, qui sont aussi prévues. Bon, même si on en veut toujours plus, on en veut toujours mieux, mais c'est quand même un sujet qui est bien pris à bras le corps, il faut le reconnaître, par la ville de Paris. Et maintenant aussi, on veut le pousser en dehors de Paris. Alors, ça se fait aussi en dehors de Paris, dans d'autres grandes villes, à Lyon, à Bordeaux, j'ai été où encore à Lille, à Strasbourg, on commence à en mettre partout, y compris en banlieue aussi. Moi, je vois la ville de Bagnolet qui va s'y mettre, la ville de Fontenay-sous-Bois, il y a sûrement encore plein d'autres villes, même que je ne connais pas, qui s'y mettent. Donc ça, c'est très bien. Mais on pousse vraiment pour ce dispositif, pour des raisons de qualité d'air, parce que le but, c'est de faire baisser les émissions, mais aussi de qualité de vie. Parce que moins de voitures, c'est aussi moins de bruit, on se réapproprie aussi l'espace, c'est aussi mieux en termes de sécurité. Et l'idée, c'est comment est-ce que ces rues qu'on appelle rues aux écoles deviendront bientôt des rues aux enfants, où peut-être on aura des aménagements pour pique-niquer, des jeux, enfin, il faut réinventer aussi l'espace urbain, notamment à proximité des écoles et pas que, peut-être aussi à proximité des crèches, à proximité des lieux de vie, comme les bibliothèques, les hôpitaux, les EHPAD. Bon, voilà, il y a sûrement plein de choses à imaginer. Ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il y a quand même eu un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement qui est sorti là au mois d'avril, qui d'ailleurs, c'est marrant, valide aussi un peu tout ce qu'on dit, tout ce qui se dit à ce sujet, à savoir qu'on a 1200 enfants, alors ils disent enfants, mais mineurs, donc ça marche aussi pour les adolescents, qui décèdent chaque année en Europe des problèmes de pollution de l'air. Et dans leurs recommandations, ils appellent à beaucoup plus travailler sur les abords des écoles et des crèches. Et pas que, ils citent aussi d'autres choses, mais ils citent notamment ces deux lieux publics-là. Donc, ça montre qu'il faut continuer ces efforts-là. Je pense que la carte, elle a permis vraiment une prise de conscience. Les gens ont pu visualiser, ça c'était important, ils allaient sur la carte, ils cliquaient sur l'école, ils voyaient le niveau de pollution qui avait évolué depuis des années, ils peuvent comparer au seuil OMS, donc ils se rendent compte. Et ensuite, il faut des propositions, des préconisations. Ensuite, il faut mettre la pression. Ce qu'on fait, on fait des mobilisations, on fait des blocages de rue. Et donc, tout ça, ce sont des travaux faits par Respire. Alors, ça nous amène à parler des zones à faible émission. Alors, ces zones à faible émission, en fait, c'est pas nouveau, j'allais dire, puisqu'il y a eu des tentatives précédentes, donc avec d'autres zones, avec d'autres terminologies. Mais là, on est donc dans ces zones à faible émission. Alors, je sais que vous avez aussi donc une opinion sur ce sujet-là. Alors, vous savez que les ZFE, elles sont créées à partir de l'étiquette critère. Voilà, et donc en fonction du critère, on va pouvoir donc circuler pendant la semaine de telle heure à telle heure, enfin ne pas circuler plutôt dans telle zone en fonction de sa vignette critère.
Mais je sais que vous souhaitiez donc, enfin, vous avez des opinions un petit peu, j'allais dire, un peu différentes sur le sujet. Peut-être vous pouvez exprimer ce que vous entendez, vous, pour la définition finalement de ces ZFE et ce qu'elles vont nous apporter également. Alors, je pense que pour répondre à cette question, il faut recontextualiser un peu d'où ça vient, les ZFE. Parce qu'il y a quand même pas mal de confusion, et notamment les vignettes critères. Donc, au départ, notamment, donc c'était, je crois, 2014-2015, toute cette période avec les pics de pollution, les maires demandaient, et légitimement ça pouvait s'entendre, à avoir des circulations alternées. Et donc c'était un vrai combat à l'époque, on se souvient notamment des bisbilles entre Anne Hidalgo, Ségolène Royal. Et je pense que chacune avait un peu raison d'une certaine façon. C'est-à-dire que oui, il fallait des mesures de restriction parce qu'on avait des pics de pollution, mais en même temps, l'idée de se dire on va juste faire des restrictions par rapport au fait d'être pair ou impair sur la plaque d'immatriculation et donc de laisser circuler des véhicules qui polluent n'est pas réellement de sens. Donc les deux arguments s'entendaient. Et les vignettes critères, au départ, ont été mises en place dans ce qu'on appelle les zones de circulation restreinte, les ZCR, et qui ne devaient servir que pendant les pics de pollution. Donc pourquoi pas, ça pouvait s'entendre pendant un pic de pollution, sachant qu'on en a quoi, une dizaine de jours par an, enfin je pense à Paris, hein, donc, et encore c'est en baisse. Donc bon, ça s'entendait. Après, il y a eu un choix qui a été fait ensuite par sous la gouvernance de Macron, d'étendre les vignettes critères au sein de zones à faible émission. Donc là, il y a eu deux lois, il y a eu la loi mobilité, il y a eu la loi climat. Bon, c'était une option, c'était un choix, je ne vais pas revenir sur le passé. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est qu'on se rend compte que c'est compliqué à appliquer. C'est compliqué à appliquer, déjà parce que les vignettes critères ne sont pas suffisamment utilisées. Ensuite, elles ne sont pas vraiment comprises, et à juste titre, parce que c'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements. Aujourd'hui, bizarrement, c'est une classification qui ne s'est pas alignée sur les normes Euro. Les normes Euro qui définissent en fait les émissions de polluants, on va dire, permises pour les véhicules au fil des années. Et on a fait un choix de partir de 5 à 0. Donc déjà, il y a un moment, on va quand même être un peu bloqué parce qu'on répondait finalement à une volonté de passer au tout électrique. Donc, pourquoi pas? Après, c'est un choix industriel, c'est le gouvernement qui décide. Seulement, on se retrouve du coup avec des véhicules, certes anciens diesel, qui sont en critère 5, critère 4, d'accord, et parfois des véhicules plus récents, mais qui peuvent énormément consommer, qui peuvent aussi continuer à polluer et qui se retrouvent critère 1, qui plus est des SUV, qui posent en plus d'autres problèmes, notamment en termes de masse, parce que du coup, beaucoup plus d'abrasion et également de frottement avec les pneus, et du coup, d'émissions de polluants. Et puis, c'est vrai que même en termes de justice sociale, c'est incompréhensible pour des personnes qui parfois roulent certes en critère 5 parce qu'ils ont un vieux véhicule depuis longtemps et qui se disent tant qu'il fonctionne, je vais continuer à l'utiliser, et qui voient arriver des gros SUV, être classés critère 1. Finalement, c'est une mesure qui peut-être avait été pensée au départ pour le renouvellement des flottes. Mais est-ce que ça avait été uniquement pensé pour la qualité de l'air? Je ne suis pas sûr. Donc, voilà, ça fait partie notamment de certains des dysfonctionnements. Et puis après, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps, voilà, en termes d'application, de communication. Si on se dit qu'on a démarré en 2015 et que finalement on arrive aujourd'hui, on est en 2023, mais enfin déjà dès 2021, on commence à dire aux gens attention, attention, on va commencer à mettre en place des restrictions, et que pendant quasiment 10 ans, il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu vraiment d'échelon intermédiaire, c'était sûr que ça allait râler et que ça allait devenir inapplicable. Et puis après, il y a la question des aides financières, des aides économiques, qu'il faudra probablement mieux cibler, qu'il faudra probablement rendre plus importantes. Mais je pense que en fait, c'est avant tout un choix de stratégie. Si l'État dit il faut qu'on passe au tout électrique, bon, et ça pose d'autres soucis, hein, mais imaginons, c'est l'hypothèse de départ. Donc, quelles sont les échéances qu'on se donne, quelle est la communication qu'on adopte et quelles sont les aides économiques qu'on met en place et comment aussi on oriente nos industriels et notamment les constructeurs automobiles de façon à ce que la production suive. Et en fait, je pense qu'il y a eu un manque peut-être de cohérence et à mon sens, l'État n'a pas vraiment pris ses responsabilités par rapport à ça en se disant on laisse les collectivités se débrouiller avec ce sujet. Et les collectivités, en fait, elles essayent d'appliquer, bon, certaines, elles râlent, elles ne font pas, mais globalement, elles ont mis en place les plans d'action, mais à un moment, elles ne peuvent pas faire plus. Et puis maintenant, on voit bien qu'il y a une résistance sociale qui fait que c'est compliqué. Donc, il faut avoir conscience de ça.
Donc, nous, notre position chez Respire, c'est de dire, dans tous les cas, maintenant, on a enclenché les choses, donc il faut des zones à faible émission, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les modifier, les améliorer. Et je pense que pour les améliorer, ça va passer par certains dysfonctionnements à corriger. Et malheureusement, ce n'est pas l'option que veut prendre le gouvernement aujourd'hui, mais bon, peut-être qu'à un moment, ils nous écouteront et se diront qu'on n'a pas de choix. Donc, premièrement, réviser les vignettes critères. On a deux options pour ça. Je vous détaille un peu, parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Soit on refond complètement le système, on met en place un barème, par exemple, ça pourrait être une note sur 20, et donc là, on se réaligne sur les normes euro et on met en place également des critères de poids, de consommation et de cylindrée qui, du coup, vont baisser la note et qui vont faire qu'on va revoir nos systèmes de restriction en fonction de ça. Alors, je ne dis pas que les gens vont accepter, c'est-à-dire que certains qui ont pris une voiture récente vont dire « Ah ben moi, maintenant, on met des restrictions, etc. » Mais en fait, ce sera plus juste. Soit c'est trop compliqué, et pour l'instant, le gouvernement, je sais, ne veut pas réaliser les critères, et donc dans ce cas, on garde le système actuel. Moi, je ne suis pas favorable, mais on garde le système actuel et on met en place un système de malus, notamment pour mieux intégrer la question du poids et de la masse. Ça aurait l'avantage en plus de mieux prendre en compte l'impact aussi CO2, parce que les voitures lourdes voilà, consomment plus et surtout vont beaucoup plus émettre de CO2, notamment à la fabrication. C'est le moyen que je vois pour essayer d'allier les deux, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, ils disent, attendez, vos SUV, est-ce que c'est mieux au niveau écologique? Non, pas forcément. Donc ça, c'est le premier point. Mais c'est ce qui revient de plus. On prépare un livre blanc qu'on va sortir d'ailleurs au mois de juin, que je vous inviterai à lire, que je vous enverrai, avec des propositions pour justement comment on peut avancer sur les effets, comment est-ce qu'on peut les appliquer en les corrigeant, mais en avançant quand même, parce qu'on ne va pas non plus, moi j'entends des députés dire qu'il faut faire un moratoire, il faut les supprimer. Maintenant, on ne va pas faire ça, il faut faire des propositions surtout. Donc, c'est revenu à tous les entretiens qu'on a menés. Ensuite, je pense qu'il y a un vrai choix stratégique aussi à faire par la France, par le gouvernement, parce que aujourd'hui, on s'oriente vers le tout électrique et il faut aller vers l'électrique, il faut aller vers l'électrification des usages. C'est ce qui sera le mieux au niveau écologique. Mais il faut aussi entendre quand même que on a notamment des professionnels qui aujourd'hui ne pourront pas, enfin des professionnels et aussi des particuliers, mais on a des filières industrielles qui ne pourront pas passer au tout électrique à court terme. Soit parce qu'ils avaient déjà tout revu, tout modifié, tout changé il y a quelques années, donc il y a un vrai coût, soit parce que l'offre n'est pas disponible sur le marché, là je pense notamment aux poids lourds, ou soit parce que, bon, il y a des questions aussi un peu financières qui peuvent se poser. Et donc, à un moment, il y a la question de quelle est la transition qu'on va mettre en place entre la situation actuelle et le fait d'aller vers le tout électrique, quand ça sera possible. Et moi, j'entends aussi certains professionnels qui disent, mais nous, on a fait le choix du gaz, du biogaz, de d'autres filières, et qui disent, mais en plus, ça a été poussé par le gouvernement, et aujourd'hui, on nous dit, on ne pourra plus, vous vous rendez compte, on a investi beaucoup d'argent là-dedans. Donc, j'entends aussi ce discours, même si c'est peut-être pas le plus vertueux en termes de qualité de l'air, mais bon, voilà, on a aussi une réalité économique, donc il faut aussi l'entendre. Sinon, on n'arrivera pas à faire accepter nos mesures si on n'entend pas ce discours-là. Mais aujourd'hui, quelle est la stratégie proposée par le gouvernement? Quelle est la stratégie de la France? Si on veut aller vers le 100% électrique, quelle est la stratégie de transition pour aller vers le 100% électrique? Et ça, finalement, c'est aussi à la France de définir. Moi, je ne peux pas vous donner la réponse entre est-ce qu'il faut du gaz ou de l'électrique. Enfin, il vaut mieux aller vers l'électrique, mais à court terme, comment on fait? Et j'entends aussi les remarques de ces professionnels. Et puis après, il y a la question du portage politique. Moi, je pense, et certains vont me dire c'est jacobin, mais je pense qu'il faut que l'État reprenne la main, parce que là, on laisse les collectivités faire, il faut leur laisser quand même des moyens d'action, mais on se retrouve avec des règles complètement différentes d'une collectivité à l'autre, d'une métropole à l'autre, en plus on est sur des territoires assez larges, et donc même parfois des professionnels ou des gens qui nous disent mais comment je vais faire si je n'ai pas la même ZFE qui s'applique entre Paris et Reims, sachant que j'ai le même véhicule. Donc là aussi, on est sur une situation qui devient compliquée, c'est pas lisible pour les gens. Donc je pense que qu'il y ait des dérogations, il faut quand même qu'on en laisse, mais il faut remettre un socle et ça, c'est à l'État de définir. Et puis après, il y a des questions de paramétrage. Je vous donne un exemple très précis. Le gouvernement veut mettre en place des guichets uniques. D'ailleurs, il y a un guichet unique entre la métropole du Grand Paris et les aides de l'État. Mais dans d'autres collectivités, ils sont bien sûr pour qu'il y ait un guichet unique, ce serait plus simple, mais ils nous disent, mais vous vous rendez compte, c'est nous qui devons assumer le coût de modifier tous les systèmes d'information pour que ça concorde entre les logiciels, les aides, mais on ne peut pas tout assumer.
Voilà, donc il faut que l'État mette les moyens. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le paramétrage pour le financement, pour les dérogations, pour les procédures. Mais c'est là où en fait l'État n'a pas été présent en termes de stratégie et d'application. Et puis surtout, il faut qu'on ait une stratégie maintenant aussi à court et plus long terme sur qu'est-ce qu'on fait en plus, quelles sont les autres mesures, quelles sont les mesures de transition des mobilités. Parce que là, on ne parle que des voitures. Alors, on parle beaucoup du vélo maintenant. Mais il y a le vélo, il y a les transports en commun, on parle aussi des RER métropolitains, enfin, à mettre dans les autres régions et les autres grandes villes. Mais quelle est la planification? Quelle est la planification? Est-ce qu'on a une loi aujourd'hui de planification des infrastructures de transport en commun? Ça aussi, ça aiderait les gens à avancer, à se dire bah, je peux abandonner ma voiture. D'ailleurs, on aurait même dû le faire en amont finalement des ZFE. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble de stratégies et je pense que maintenant, il faut parler stratégie. Il ne faut pas juste être sur une liste de mesures. Tout le monde dit la même chose, il faut accompagner, il faut accompagner. Ben oui, il faut accompagner, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Mais comment? C'est là où on attend que l'État donne une stratégie. Donc nous, on va essayer d'y contribuer et ce sera la position de Respire sur ce sujet. Merci beaucoup d'avoir fait ce développement parce que au travers de ces ZFE, on voit les difficultés finalement. Difficultés sociales, difficultés stratégiques, difficultés d'organisation, et montrer que ce n'est pas tout à fait évident finalement de mettre en place des actions pour réduire la pollution atmosphérique à partir du constat qu'on a fait tout à l'heure. Alors, vous avez évoqué les transports en commun, et évidemment, je pense qu'on est tous favorables à développer les transports en commun. Donc, à votre sourire, je vois où vous voulez que je vienne. C'est en particulier pour les enceintes souterraines des transports en commun. Et donc, alors, on y est évidemment tous favorables à ces transports en commun. Donc, je pense que maintenant, aujourd'hui, dans une ville comme Paris, pour prendre cet exemple, on a la possibilité de se déplacer dans les différents transports en commun que nous avons ou d'autres types de mobilité. Mais vous avez quand même été un petit peu, comment dire, direct sur le métro parisien, puisque vous avez donc fait une plainte, si j'ai bien suivi, contre la RATP par rapport notamment à la qualité de l'air dans le métro. Alors, bon, quand on a préparé cette réunion, je vous avais dit que ça fait longtemps qu'on s'y intéresse et le Conseil supérieur d'hygiène publique de France avait déjà fait des propositions en matière de particules fines. Comme vous le savez également, l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a fait aussi des propositions il n'y a pas très longtemps sur les valeurs à respecter dans les enceintes ferroviaires et en particulier donc le métro parisien et donc voilà. Et vous avez malgré tout, donc malgré tous ces efforts qui ont été faits, attaqué en disant mais si j'ai bien compris, ce n'est pas suffisant, où on n'a pas des réponses fiables finalement en matière de qualité d'air. Peut-être que vous pouvez vous exprimer aussi sur ce sujet parce que ça crée une petite ambiguïté. On veut tous prendre les transports en commun et même les transports souterrains. Et malgré tout, l'association Respire, qui œuvre pour améliorer la qualité de l'air, attaque la RATP sur ce sujet-là. Peut-être vous pouvez apporter des précisions, puisque je sais qu'il y a une enquête en cours en ce moment. Tout à fait. C'est vrai que ça peut surprendre, et parfois d'ailleurs, je vois des personnes qui me disent oui, mais vous me dites de prendre les transports en commun, mais ils sont pollués, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, pour redonner des éléments de contexte, avant mon arrivée, il y avait déjà eu 2 rapports de Respire avec des campagnes de mesures qui avaient été faites dans les enceintes ferroviaires souterraines de la RATP. Ces rapports, ils ont montré des niveaux de pollution de l'air intérieur très importants, avec notamment beaucoup de particules fines, voire très fines. On est tombé jusqu'au PM1, avec des niveaux parfois jusqu'à 10 fois au-dessus de ce qu'on mesurait dans l'air extérieur, notamment dans les stations les moins bien ventilées. Je pense aux stations du RER, comme Aubert, comme Châtelet-Les Halles, et également sur d'autres stations de métro. Il y en a plusieurs qui ont été mesurées. Il y a eu également un rapport que j'ai piloté sur la pollution aux abords des bouches d'aération de la RATP, donc où on voyait également des niveaux jusqu'à 2 fois au-dessus de l'air extérieur, avec aussi beaucoup de particules fines, voire très fines, donc issues des systèmes de freinage et aussi du contact entre les roues et les rails. Alors,
Pourquoi finalement alerter sur ce sujet? Déjà parce que vous avez bien résumé les choses, hein, il y avait un manque d'information, de transparence, donc nous déjà c'est aussi une de nos raisons d'être chez Respire, et aussi parce que les mesures qui devaient se mettre en place n'étaient pas suffisantes, à la fois en termes de surveillance. À l'époque où on faisait les rapports, je crois qu'il y avait 2 ou 3 stations de mesure. Aujourd'hui il y en a 5, mais enfin bon, il y a plus de 300 stations, hein, on devrait en avoir partout. Et ensuite parce que les investissements à réaliser n'étaient pas faits, tout simplement. Donc on avait une communication qui était trompeuse. Et c'est là-dessus qu'on attaque, avec potentiellement des risques aussi pour la santé publique. Alors pourquoi, en même temps, faut-il assumer ce sujet? Il faut l'assumer parce que on ne peut pas non plus dire aux gens de prendre les transports en commun et ne pas leur dire la vérité. C'est parce qu'on leur dit de prendre les transports en commun, c'est parce que les transports en commun sont une solution pour la qualité de l'air qu'il faut qu'on puisse respirer un air sain dans ces transports en commun. Et les solutions, d'ailleurs, elles sont connues, hein, on ne les invente pas, mais ça passe par les systèmes de freinage moins émissifs, ça passe par les aspirateurs à particules au niveau des systèmes de freinage, par la ventilation, par la purification des stations, et puis après, j'estime aussi par une communication qui soit beaucoup plus transparente et un système de surveillance qui soit beaucoup plus développé. Et alors, je peux vous l'annoncer en avant-première, on va sortir des nouvelles mesures là bientôt. Une conférence de presse le 23 mai, vous serez tous invités si vous voulez venir, et vous verrez les chiffres sur toutes les stations. Enfin, c'est énorme, c'est édifiant. Donc, c'est pour ça qu'il faut pointer ce sujet. Et comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'une fois qu'on l'a dit, on dénonce. Alors déjà, il y a le moyen judiciaire. On a porté plainte contre les RATP pour blessures involontaires, pour tromperie aggravée. Et d'ailleurs, il y a une enquête qui a été ouverte par le procureur de Paris, vous l'avez dit, 2 ans après, ce qui montre aussi quand même le sérieux de notre démarche, la crédibilité de nos actions. Mais ensuite, il faut contraindre par la norme. C'est la norme qui va faire modifier les choses. Parce que là, la RATP, elle vous dit oui, c'est notre priorité, on met en place des choses, mais enfin, ils font surtout des expérimentations. Donc après, il y a des choses qui changent et je ne suis pas là pour nier ce que fait la RATP, je suis là pour dire que ça fait des années qu'on en parle. Vous avez d'ailleurs cité l'avis d'un haut conseil, je ne sais plus exactement le nom, qui était au début des années 2000, hein, c'était il y a très longtemps. Mais qu'est-ce qu'on a attendu 2023 pour ne pas agir et faire des choses? Il y a même eu des enquêtes internes en 2012, service de la santé au travail de la RATP, qui montrent une forte augmentation des cancers parmi les agents qui y travaillent, cancer de ce qu'on appelle le système circulatoire. Donc, il y avait quand même des alertes. Comment ça se fait qu'on ait laissé la situation comme ça dans cet état empiré? Si on n'en avait pas parlé, je ne suis pas sûr que le grand public serait au courant. Je ne suis pas sûr que les politiques bougeraient. Donc, on a contribué à ce que ça bouge. Maintenant, je pense là vraiment, en dehors des investissements et de la surveillance, il faut une norme. Il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme sur les enceintes ferroviaires. Il n'y en a pas. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que l'ANSES a fait un travail remarquable. Ils ont fait en plus des recommandations avec des normes, enfin des propositions de seuil. Alors, je ne suis pas en mesure de vous dire si les seuils qu'ils ont proposés, c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. Là, c'est plus des avis scientifiques comme les vôtres qui pourraient nous renseigner. Mais au moins, ils ont fait cet effort. Pourquoi est-ce qu'on ne part pas de cette base de travail? On devrait déjà avoir même une mission parlementaire qui se monte, des auditions, on nous recevrait, on recevrait l'ANSES, et après, derrière, on ferait des propositions aux législateurs. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas sur ce sujet? Donc nous, on a saisi un député, hein, le député Fugit. A priori, il y aura une mission flash de l'Assemblée sur ce sujet. C'est censé être prévu. Bon, après, il y a un peu d'embouteillage pour les missions en ce moment. Mais il faut qu'on avance sur ce sujet. J'en ai encore parlé à Claire Pitola, la députée présidente du Conseil national de l'air, qui m'a dit qu'il faut qu'on avance sur ce sujet. Il faut qu'on ait une norme. Et d'ailleurs, le rapport que je vous ai cité de l'Agence européenne pour l'environnement a bien dit dans ses recommandations qu'il fallait travailler sur les abords des écoles et des crèches et sur les enceintes ferroviaires. Voilà, même eux, ils en parlent. Alors justement, je voulais revenir, puisqu'on parlait de qualité d'air intérieur, et les enceintes ferroviaires sont une des thématiques finalement de la qualité d'air intérieur. Mais comme vous le savez, si on prend les lieux accueillant des enfants, et tout à l'heure vous avez évoqué justement l'importance
de la protection de l'enfant vis-à-vis de la pollution atmosphérique et notamment de la qualité de la pollution de l'air intérieur. Alors vous savez que fin décembre dernier sont sortis des tests réglementaires sur la surveillance. Alors c'est une troisième vague de textes réglementaires sur la surveillance obligatoire dans les lieux accueillant des enfants et même des mineurs. Donc ça touche les crèches, les écoles, les haltes garderies, les collèges, les lycées. Que pensez-vous de cette réglementation qui impose de mettre en place des plans d'action sur la qualité de l'air intérieur et les mesures de polluants qui sont demandées? Comme vous le savez aussi, avec la crise Covid, on a mis en avant le renouvellement de l'air, donc l'aération, la ventilation de ces lieux, donc de ces espaces clos, et en particulier la mesure du CO2 qui a été à un moment donné aussi, on a proposé largement pendant la crise Covid. Cette réglementation qui est apparue, donc cette nouvelle réglementation qui se met en place progressivement, qu'est-ce que vous en pensez dans cette comment dire, pour aller vers une amélioration de la qualité d'air que respirent les enfants? Oui, je vais vous répondre, mais je crois que Patrick Dancet avait aussi une question. C'était peut-être lié. Oui. Non, c'était une question et c'était également une remarque qui est un des objectifs du collège, qui est vraiment de rassembler différents types d'acteurs pour justement mieux comprendre et avoir une meilleure compréhension sur ces sujets de santé, d'environnement intérieur et qualité d'air, et finalement avoir de la réflexion et pousser à l'innovation ou découvrir justement des innovations. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette société qui est en train qui s'est développée sur des capteurs, justement sur des freins, et en particulier de motrices, donc de train ou de métro, pour justement recueillir les particules. Donc il y a évidemment des solutions qui sont à trouver, et c'est vrai que c'est important de pouvoir en parler, et c'est un peu un des objectifs et une des missions du collège. Oui, si vous parlez de Talano, je les connais bien et ben justement, Voilà. ça fait partie des expérimentations qui étaient dans le plan d'action d'Île-de-France Mobilité. Il y avait d'autres sociétés, alors je connais moins la technologie, je crois que ça s'appelait Webtech, je suis moins au fait de ce qu'ils font, mais ben, pourquoi est-ce qu'on généralise pas des systèmes type Talano sur tous les trains? Et la RATP dit non, mais on peut pas, ça fonctionne pas. C'est ce qu'ils ont dit au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, ça fonctionne pas sur nos trains. C'est un peu curieux comme réponse. C'est-à-dire qu'il faut remonter auprès des fabricants, hein, c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de prendre des accords avec Non, mais le les jour groupes. où il y aura une norme qui imposera de ne pas dépasser certains seuils, vous verrez qu'ils iront trouver des solutions. Alors après, sur la qualité de l'air intérieur dans les écoles, oui, j'ai vu passer ces décrets. Alors, en même temps, ils sont intéressants parce que ça permet d'améliorer les choses. Donc, ça oblige à avoir des plans d'action, je crois aussi à faire des rapports sur ce qu'on met en place. Par contre, il ne me semble pas que ce soit spécialement contraignant sur les polluants réglementés. Enfin, moi, je n'avais pas vu de normes spécifiques là-dessus. En dehors, peut-être, je crois que ça parlait du formaldéhyde et du benzène, c'est ça? En fait, voilà, exactement. On parle du formaldéhyde comme polluant intérieur, général intérieur. On parle du benzène dans ces mesures de pollution, mais on ne parle pas ni des particules, ni du dioxyde d'azote. Donc, c'est quand même enfin, un peu limité, en fait, en termes de mesures, pour bien connaître l'exposition des enfants. Et donc, on peut regretter dans cette réglementation qu'on n'aille pas aussi loin dans la mesure des polluants. Alors bon, il y a un plan d'action et donc le plan d'action peut permettre aussi d'ouvrir à d'autres mesures. Donc on peut être amené dans ce plan d'action, dans l'évaluation que l'on peut en faire, se dire, ben là, dans cette école, peut-être ça serait intéressant de mesurer les particules fines à l'intérieur des écoles ou d'autres polluants pour s'assurer de mieux connaître plutôt l'exposition des enfants et de voir quelles solutions on peut mettre en place. Donc effectivement, je pensais que cette réglementation était un peu en dessous en matière d'exposition à la pollution, puisqu'on a évoqué longuement le problème des particules fines ou du dioxyde d'azote, voire d'autres polluants. Et donc, on est un petit peu juste finalement dans cette réglementation, même si elle laisse des portes ouvertes pour mesurer d'autres C'est vrai, polluants, mettre en place ça n'empêche pas des d'aller. actions. Voilà. Mais effectivement, en termes réglementaires, elle n'impose pas en fait de manière immédiate de faire ces mesures de polluants qui posent problème, comme vous l'avez évoqué depuis le début de notre entretien, notamment les particules fines ou le dioxyde d'azote.
Alors, à signaler, Fabien, justement la démarche des médecins allergologues de l'ARCA qui ont effectivement rédigé un cahier des charges qui effectivement complète les éléments de la réglementation sur d'autres éléments comme la flore fongique, comme effectivement tout ce qui peut être lié enfin, formaldéhyde évidemment, mais également aux particules fines. D'autres polluants intérieurs également. Oui. Ouais, Alors, dans leur cahier des charges. Donc, ils essayent de faire avancer également les choses. OK. Alors, moi, je voulais arriver maintenant, puisqu'on arrive un petit peu vers la fin de notre entretien, finalement au bilan de vos actions. Alors, vous avez évoqué effectivement beaucoup d'actions. Vous êtes très proactif hein, sur ces sujets. Alors, vous savez que la France a été condamnée et au niveau européen, mais aussi au niveau du Conseil d'État, à payer des amendes qui sont reversées finalement à des associations. Je ne sais pas d'ailleurs si l'association Respire a bénéficié de cet argent qui est reversé. Alors je sais qu'il y a des ASQUA qui ont été, donc à qui on donne un peu d'argent, enfin la répartition des sommes versées, il y a l'ADEME dans mon souvenir. Je ne sais pas si l'association Respire a été, enfin a reçu des subventions liées à cette condamnation. Alors, sur les pénalités financières, elles ont été versées donc effectivement à Air Paris, au CEREMA, à l'ADEME. Les associations, je pense que les Amis de la Terre qui sont à l'origine de l'action ont eu une somme, enfin c'était pas des millions, hein, je ne sais plus exactement combien c'était, mais c'était assez bas. Et les autres associations requérantes comme nous qui s'étaient ajoutées du coup à la procédure, on avait peut-être une micro-somme et qu'on avait en fait, enfin après on avait dû réutiliser ça avec l'avocat, bon je sais plus exactement, mais voilà, j'ai pas vu d'argent frais arriver sur les comptes en tout cas lié à ça. Mais ce qui est un petit peu dommage, après je dis pas forcément qu'il fallait reverser des milliers d'euros à une association comme ça, mais en fait ce qui est dommage c'est que cet argent il faut l'orienter sur des plans d'action. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les actions, elles viennent plus d'associations comme nous et peut-être comme d'autres hein, qui se battent, qui font des mesures, des campagnes, des rapports, des études, qui mobilisent de l'expertise comme la vôtre hein, ou celle d'autres scientifiques ou des avocats, que réellement ailleurs. Alors après, moi, je ne dis pas que les autres ne font rien, au contraire, hein, ils font des études, ils font plein de choses. Mais d'une certaine façon, est-ce que c'était pas une façon un peu détournée de récupérer l'argent? Vous voyez, l'argent qui a été donné à l'ADEME, c'était censé financer, alors certes, un appel à projet qu'ils ont sorti. Bon, moi, je suis un peu pas totalement convaincu par ce qui a été fait là-dessus. Surtout que c'est toujours un peu les mêmes qui ont bénéficié, la ville de Paris, la collectivité, tel truc. Bon, c'est juste une façon de donner de l'argent en plus, peut-être pour des projets intéressants, mais enfin, il y a peut-être aussi d'autres choses à faire. Et après, c'était censé financer une campagne de communication sur la qualité de l'air de l'ADEME. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Mais vous voyez, c'est une façon un peu détournée de récupérer l'argent quand même, entre guillemets, dans le giron de l'État. Pour moi, il aurait fallu que cet argent il soit mis surtout sur des projets concrets. Voilà, pour faire avancer les choses. Pourquoi on ne l'investit pas sur le fait de déployer un réseau de mesures, de capteurs dans toute la France, dans les régions, sur les territoires, de mettre peut-être des nouveaux dispositifs sur des capteurs de particules ultra fines, par exemple. On sait que là, quand même, ça demande beaucoup d'argent. Voilà, là, on aurait dû beaucoup plus flécher ça. Alors, c'est pas forcément le rôle du Conseil d'État de le faire, mais je ne suis pas convaincu par la façon dont ça a été réparti. Voilà. Bon, après, ça va continuer. Hein, d'avoir une plus grande visibilité, en fait, d'avoir une plus grande visibilité et qu'on sache finalement que cet argent a servi plutôt à ça que un peu de le saupoudrer sans qu'on sache réellement finalement ce qui en a été fait. Bah, aujourd'hui, vous savez, vous, à quoi ça a servi? Non, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Ben voilà, Il n'y a pas de visibilité. C'est ce que j'évoquais à l'instant. Il ne m'a pas semblé qu'il y avait une visibilité finalement de ces sommes d'argent assez importantes et montrer finalement les actions qui pouvaient être menées directement. Donc il y a eu comme un saupoudrage et donc on ne voit pas bien, en tout cas, je disais à l'instant, pas de visibilité finalement d'un projet qui aurait été peut-être plus facilement compréhensible pour tout le monde et qu'on mène finalement une action très ciblée pour montrer finalement que cet argent avait servi à ça. Là, on avait le sentiment qu'on répartissait un petit peu sans avoir
visibilité des actions qui pouvaient être menées. Oui, mais je suis totalement d'accord avec vous. Et donc, je poursuis sur le bilan des actions, comme c'est une association donc, qui effectivement fait parfois des coups de poing. Oui. Ce bilan, au final, vous le considérez comme positif, c'est-à-dire vous considérez que votre association, avec d'autres évidemment, a permis de faire avancer les choses, en tout cas probablement une meilleure visibilité de ce sujet de la pollution atmosphérique. Je pense que peut-être déjà vos actions ont déjà eu ce mérite, c'est de mieux faire connaître le sujet de la pollution atmosphérique et des impacts sanitaires et des actions à mener pour réduire cette pollution. C'est déjà peut-être un premier point fondamental déjà. Mais tout à fait, mais je peux que appuyer ce que vous venez de dire et vous qu'on s'en mêle. Mais pas, ça dépend pas que de moi, hein, même avant que je sois dans le combat. Quand même, Respire s'était fait connaître. Il y a eu la carte des écoles polluées. On fait une carte des écoles polluées. La ville de Paris fait des rues aux écoles. On fait des campagnes de mesures sur la RATP. On a tous les politiques qui agissent sur la RATP. Et la RATP même qui communique là-dessus, alors qu'avant, ils ne communiquaient pas. Voilà, après, on a un plan d'action IDFM. Maintenant, on porte plainte. On a une ouverture de l'enquête par le parquet de Paris. Ça bouge quand même. Donc oui, il y a plein de choses qui se passent. On fait un pacte avec 20 propositions pour un R5 au candidat à la présidentielle. On a quasiment tous les candidats qui signent, plus d'une centaine de candidats législatifs qui signent le pacte. Il y a quand même des choses qui bougent. On saisit le Conseil d'État sur la non-application du contrôle technique des deux roues motorisés. Le Conseil d'État dit au gouvernement qu'il faut sortir les décrets. Il y a quand même des choses qui se passent. Et pas qu'au niveau judiciaire, même au niveau aussi réglementaire, au niveau des lois, on est consulté, même au niveau médiatique. Vous voyez bien quand même que maintenant, quand Respire prend la parole, eh ben, ça fait réagir, ça fait évoluer les choses. On fait des mobilisations de terrain pour une rue spécifique, et bien après, les transformer en rue aux écoles. Voilà, ça, c'est des résultats concrets qui permettent d'avancer. Alors, le travail est encore long, il y a encore beaucoup de sujets qu'on aimerait bien sûr investiguer, hein, on est encore un peu limité en moyens pour y arriver. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres choses qui vont sortir dans les prochains mois et vous me recevrez à nouveau pour en parler. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps pendant 1 heure de nous parler de tous ces sujets. Je trouvais intéressant qu'une association comme la vôtre vienne nous parler, nous dire ce que vous faites dans ce domaine. Évidemment, il y a un paysage associatif. Et donc, il était important que votre association puisse aussi s'exprimer sur le sujet, nous montrer ce qu'elle fait. Vous avez raison, il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet de la pollution à la fois extérieure, de la pollution de l'air intérieur. Il y a encore beaucoup de choses à faire et je crois que nous sommes quelques-uns finalement à défendre ces positions-là, chacun dans son domaine, où bon, il y a d'autres associations un peu moins militantes, mais qui agissent aussi pour améliorer les connaissances, pour faire avancer les choses, pour multiplier les échanges entre les différents acteurs. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis de mieux vous connaître aujourd'hui et je laisse la parole à Patrick pour conclure sur ce webinaire. Merci beaucoup, Tony Reducci, de votre présence aujourd'hui. Patrick? Moi j'ai juste une dernière remarque d'une société, Terrao, qui effectivement s'occupe de problèmes de fumée et qui trouve que les industriels ne sont pas justement forcément en contact avec des associations comme les vôtres. Et il y a un manque d'échange avec les associations pour dénoncer ce genre de choses, mais accompagner également donc, les bonnes pratiques technologiques. Voilà. Et il trouve que ça manque dans des objectifs d'association, mais c'est vrai que ce que je disais précédemment, la personne n'a pas dû m'entendre, mais c'est un des objectifs de notre collège, notre plateforme collaborative du collège CIK, pour justement avoir de l'échange entre industriels, associations, organismes, médecins, donc des professionnels de santé, et obtenir une meilleure compréhension mutuelle sur ces sujets. Je demande à cette personne de ne pas hésiter à me rappeler, je vais laisser mes coordonnées pour qu'on puisse en discuter. En tout cas, merci à tous et merci à vous, Tony, ainsi que Fabien, d'avoir participé et d'avoir animé ce webinaire, en espérant qu'il ait pu faire découvrir un peu les facettes de votre association, donc Respire. Et je précise également que pour la pérennité du collège, j'invite évidemment à tous nos participants de s'inscrire en tant que membre de soutien donc, de notre collège.
Nous n'avons pas, nous non plus, de subventions dans ces domaines-là et on essaye d'agir avec nos membres, qui permet évidemment d'éditer des lettres mensuelles d'informations sur ces sujets de santé, d'environnement intérieur, de qualité d'air, et de continuer à participer également aux événements que nous vous proposons, tels que les webinaires, et en particulier notre prochaine matinale, donc, qui sera la 13e et qui aura lieu donc, le 19 octobre prochain, sur la thématique donc, du changement climatique et des allergies. Voilà, donc on vous invite également à nous retrouver sur notre LinkedIn CIK, qui s'affichera sur les écrans pour ceux qui réécouteront donc ce webinaire en replay. Voilà. Sinon, prochain webinaire le 22 juin avec l'association donc Santé Respiratoire France, comme le précisait tout à l'heure Fabien. Voilà, merci infiniment Tony et je vous salue tous et vous souhaite une excellente journée. Merci en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir, merci.